Comme vous l'avez vu, nous sommes le Crésit, on est un centre de ressources technologiques. C'est un label qui est donné par le ministère de la Recherche à des structures qui sont là pour faire un appui technique avancé pour les entreprises et aussi les labos de recherche quand ils ont des prototypes à réaliser. On est basé à Orléans, ça je vous apprends rien, en tout cas pour ceux qui sont présents ici. On a une petite équipe de 5 personnes, plus ou moins quelques stagiaires qui viennent de temps en temps nous prêter main forte ou des alternants. Et l'idée, c'est vraiment qu'on parte de besoins ou d'une idée et on essaie d'accélérer en mettant pas les doigts dans le cambouis, mais doigts dans le silicium et les composants électroniques pour vous faire progresser et avancer, pour monter en compétences et puis aller jusqu'à l'application. Alors, je vais remonter un peu les images parce que sinon, on ne voit pas le coin. Voilà. Euh, oui. Euh, voilà, j'ai raté une partie. Pour cela, on a deux activités. Une partie où on fait des prestations pour les entreprises, des labos de recherche, donc à la fois sur le côté électronique, hardware et firmware embarqué, et puis sur le côté optimisation et marquage CE. Donc dans ce cadre-là, comme le disait Dia, voilà, on a rentré cette année des nouvelles mesures sur la sécurité basse tension. On fait toujours des essais de compatibilité électromagnétique. Sur le côté radiofréquence, on a également des équipements qui nous permettent de faire les mesures. On a aussi, comme nouveauté cette année, un accompagnement vers la cybersécurité des systèmes embarqués pour voir un petit peu leur sécurisation. Et une dernière partie sur tout ce qui est récupération d'énergie, mesure de consommation d'énergie et optimisation. Sachant que pour un objet connecté qui travaille en radiofréquence, les deux sont souvent liés. Parce que si la performance de l'antenne n'est pas correcte, ben forcément l'autonomie ne sera pas correcte non plus. Et puis, on a une autre partie qui est celle aussi qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre partie mission d'intérêt général, diffusion technologique, puisqu'on a un format associatif. Et donc, on réalise des ateliers, des séminaires tout au long de l'année. On a également des dossiers de veille technologique qui sont disponibles sur notre site internet. Et toutes ces activités-là sont financées par l'État, la région, voilà, tous les financeurs que vous voyez sur le côté là et qui nous permettent ben, voilà, de pouvoir donner des informations de façon plus matérialisée, on va dire, aux industriels et aux labos de recherche. Et du coup, ben, on a déjà fait le tour de table, donc on ne va pas le refaire. Donc je propose à Flavien de lui passer la main pour présenter un petit peu son retour d'expérience. Ah mais non, euh, c'est Imagine en premier, je suis bête. Désolée. Excuse-moi. Du coup, j'arrête le partage et je vous laisse partager votre écran, Monsieur Crouzet. Désolé, hein, je n'ai pas fait les choses Pas de dans souci, l'ordre. pas de souci. Non, par contre, j'espère qu'on va vous entendre parce que Est-ce que vous m'entendez? Oui. c'est bon au fond Vous- aussi. Enfin, c'est Après, je étonnant. peux parler très fort, mais je sais pas si ça va s'améliorer. Hop, je mets ça en grand écran. Est-ce que vous voyez bien le grand écran de votre côté? Oui, c'est Oui. bon. Ok, super. Eh bien, bonjour à tous. Et voilà, donc je m'appelle Camille Crouzet, je suis le président de Imagine. Comme je mentionnais tout à l'heure en introduction, voilà, je m'excuse pour ma collègue Lisa Marie qui devait être sur place, mais qui n'a pas pu venir, voilà, un peu en dernière minute. Donc, je reprends la main, sachant que j'ai vu que connecté, il y a également mon collègue Tristan Fougeroux, qui est ingénieur radiofréquence. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, on pourra être deux pour y répondre. Voilà, donc imagine on est une entreprise basée à Grenoble. Vous allez le voir, on aura là j'ai un quart d'heure pour vous en dire un peu plus, mais globalement ce que l'on fait, c'est que on développe des matériaux qui ont des propriétés électromagnétiques et on s'intéresse principalement en fait à tous les sujets qui tournent autour de la CEM, la gestion des interférences dans les systèmes électroniques. Et on cherche à apporter une dualité entre de l'expertise radiofréquence matériaux, mais également de la souveraineté avec voilà, une approche de production de matériaux en France. Donc imagine, on est basé à Grenoble, on est 12 personnes actuellement. On développe, donc on produit des solutions pour la CEM basées sur trois grands piliers. Donc d'un côté, des compétences en sens des matériaux. On a tout un tas d'ingénieurs matériaux chez nous sur ces sujets. On va avoir après une deuxième partie de l'équipe qui est plutôt centrée sur l'électromagnétisme, les radiofréquences, dont Tristan est connecté là avec moi.
Et puis la particularité, c'est que notre objectif, c'est de vendre des produits, vendre des matériaux. Donc on a une activité aussi de production sur ces sujets d'absorbants et de produits de blindage pour l'électromagnétisme. Alors comme ça a été mentionné tout à l'heure, il est vrai que nous, côté Imagine, on s'intéresse plutôt à ce qu'on appelle les hautes fréquences. Alors on parle principalement de radiofréquences ou d'hyperfréquences. Globalement, pour faire simple, on va s'intéresser aux sujets qui sont dans les gigahertz, qu'on cible entre 1 et 100. Et on va notamment travailler sur toutes les technologies de communication hein, qui partent du GPS, Bluetooth, Wi-Fi jusqu'à 4G, 5G, bientôt 6G. On va avoir après une activité qui est plutôt centrée sur des sujets de défense où on travaille beaucoup sur les sujets radar, qui sont des sujets plutôt voilà, autour de la dizaine de gigahertz. Et puis on va monter après sur des technologies de communication spatiale jusqu'à, et on en parlera tout à l'heure, des sujets qui nous intéressent aujourd'hui beaucoup sur les radars automobiles avec des fréquences qui tournent autour de 80 gigas, un peu moins. Et sur lequel, voilà. Donc ça, c'est vraiment notre terrain de jeu sur lequel nous, on se positionne. Là-dessus, ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est proposer des solutions qui vont permettre de limiter soit des réflexions, donc éviter qu'une onde rebondisse et se balade à l'intérieur de votre système, soit des transmissions, donc du blindage. Je vous en parlerai tout à l'heure en plus en détail. Et effectivement, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être capable de garantir l'efficacité des différents systèmes électroniques sur lesquels vous travaillez en réduisant ces perturbations électromagnétiques qui peuvent malheureusement se propager dans vos systèmes. Alors en termes de cas d'usage, on va regarder cinq grands cas d'usage côté Imagine. Les premiers, ce sont comment on peut éliminer en fait des perturbations qui viennent directement de composants sur vos systèmes électroniques. Et donc ça arrive régulièrement en fait que des composants et des harmoniques ou des fréquences non souhaitées qui soient rayonnées et qui viennent donc perturber les systèmes. On travaille également beaucoup sur ce qu'on appelle le découplage des antennes. Voilà, en fait, quand vous avez des antennes, si vous en mettez plusieurs dans un même système, elles ont tendance à parler entre elles, à se coupler. Et du coup, on vient créer des séparations électromagnétiques entre ces systèmes pour pouvoir notamment les rapprocher et miniaturiser les systèmes électriques. Troisième cas d'usage qui nous intéresse, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle des résonances de cavité. Si vous mettez votre électronique dans un boîtier en métal, et que cette électronique, il y a des interférences qui apparaissent à l'intérieur, elles vont être piégées du fait de la cage de Faraday et en plus être amplifiées par ce qu'on appelle des résonances. On va avoir le même phénomène, enfin l'analogie, on peut la faire avec, voilà, par exemple, des militaires qui marchent sur un pont à une certaine fréquence, le pont va résonner. Ici, c'est la même idée, c'est que les ondes vont rentrer en résonance avec la dimension du boîtier et du coup, ça va créer des perturbations. On va travailler après donc sujets qui sont vraiment typiques cette fois-ci d'électronique radiofréquence où en fait on peut faire ce qu'on appelle des terminaisons RF ou des charges RF qui sont en fait des systèmes qui permettent de faire des bouclons en fait pour l'électronique radiofréquence. Donc je ne sais pas si c'est le cas du sujet aujourd'hui. Et puis dernier sujet sur lequel on travaille beaucoup sur la réduction de signatures radar en fait de différents systèmes. Donc ça peut être des bateaux, ça peut être des drones, ça peut être des avions. Aujourd'hui on est assez actif sur ces sujets-là. L'idée, c'est d'avoir en fait des matériaux qui vont empêcher la détection de ces systèmes en ne renvoyant pas l'onde pardon, qui est émise depuis le sol. Donc une antenne au sol émet une onde pour détecter un objet. L'idée, c'est qu'elle ne le voit pas ou qu'elle le voit le plus petit possible et le plus tardivement possible pour qu'il soit difficile à détecter. Donc sur ces sujets-là, nous, ce que l'on propose côté Imagine, hein, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est principalement des solutions à base de matériaux. On va vendre, nous, au premier ordre, ce qu'on préfère, c'est de la matière première. Donc, on va vendre de la matière première sous la forme de granulés, donc des thermoplastiques principalement qui vont être chargés avec l'additif électromagnétique. Ces granulés, on peut également donc les convertir et en fabriquer des filaments d'impression 3D. Donc, c'est ce qui va être notamment discuté voilà, aujourd'hui, juste après par le Crédit aussi, hein, en plus de nous. Et voilà, donc ces deux premières briques sont vraiment des matières premières qui permettent de fabriquer des pièces avec des propriétés de CEM. Sur la partie production de pièces, on peut faire un peu en interne, mais généralement, on va faire appel à des partenaires experts en moulage par injection, experts en impression 3D en grande quantité, pour faire réaliser les pièces. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la quatrième brique, c'est qu'on veut s'assurer qu'en fait, ces matériaux vont répondre à votre problème et donc vont avoir des propriétés électromagnétiques et notamment des propriétés CEM. Donc sur cette quatrième brique, en fait, c'est un axe qui est assez majeur chez nous. On va avoir deux activités.
une activité qui est de vous aider à vérifier, à qualifier les performances de notre matériau dans votre problématique. Et donc, nous, ça nous permet aussi de traduire vos besoins en solutions. Donc, typiquement, vous pouvez venir nous voir avec un cahier des charges électronique, radiofréquence, antenne, CEM. Et puis, des gens comme Tristan chez nous vont m'aider à traduire ça en matériaux. Et puis, à l'inverse, de notre côté à nous, c'est aussi une expertise qui nous permet de proposer des nouvelles solutions parce qu'on entend des problèmes et du coup, on se permet d'être proactif et de proposer des matériaux vis-à-vis de ces sujets-là. D'ailleurs, ça, ce qui nous intéresse beaucoup, hein, c'est voilà, d'apporter de la souveraineté, donc de l'impression 3D. On va le voir juste après, mais avec les intérêts de pouvoir à la fois de faire des formes sur mesure en termes de 3D qui vont s'intégrer dans vos systèmes, mais à la fois en fait aussi de faire des synergies avec l'électromagnétisme. Parce que quand je viens jouer avec des ondes, on vient jouer avec des longueurs d'onde, et du coup on peut jouer avec le lien entre la dimension de la longueur d'onde et la dimension des pièces. Donc aujourd'hui, ce que l'on propose sur ces bandes de fréquences, ce sont ces différents produits. Donc on va avoir deux grandes familles de produits que je vais vous partager juste après. La première, c'est la gamme qu'on a appelée Filama, qui sont principalement des matériaux absorbants. Donc c'est des thermoplastiques qui sont chargés électromagnétiquement et qui vont avoir la capacité à ne pas renvoyer une onde quand l'onde arrive sur elle. Donc l'onde va être piégée, elle va être absorbée dans le matériau et elle ne va pas être renvoyée. On va avoir après un deuxième gamme de produits qu'on appelle donc Milliwave, qui est ici plutôt un matériau qui va faire du blindage. Alors c'est un matériau en particulier parce que c'est un matériau qui est très peu conducteur, mais qui va faire du blindage à la fois sur la partie conductivité et à la fois sur la même propriété d'absorption que le précédent. Donc on va jouer sur les propriétés du matériau pour avoir les deux. L'idée c'est d'avoir un matériau plus léger que du métal, donc vraiment un matériau plastique chargé qui va avoir ses propriétés de CEM. Aujourd'hui, ce que l'on est en train de faire aussi de notre côté, c'est qu'on est en train donc d'adapter en fait ce matériau, notamment le Filamag, à d'autres plastiques. Notamment, on va travailler sur des plastiques qui vont tenir à très haute température. Donc, on va essayer de pousser aussi pour l'impression 3D, donc PIC, PEC, si jamais vous connaissez ces matériaux, pour tenir à plus de 250 degrés. Et puis, on travaille également sur tout ce qui est des résines époxy. Donc, comment on va pouvoir avoir une matière première qui va être liquide plutôt que solide pour pouvoir faciliter en fait l'intégration de ces absorbants dans les systèmes électroniques. Mais l'idée est la même en termes de propriété. Et puis, le dernier point, et là, Tristan pourra vous donner des détails si vous le souhaitez, on est en train aussi de qualifier notre matériau milliwave pour du blindage à plus basse fréquence. Donc là, on est en train de faire des caractérisations de mesure. Et donc l'idée est la même, c'est de voilà, faire du blindage avec des matériaux plastiques. Comme vous voyez à chaque fois, hein, donc ces matériaux sont principalement sous-granulés et sous forme de filaments. Donc si on regarde Milliwave, donc ce matériau qu'on a développé plutôt avec des propriétés de blindage. En fait, donc l'objectif pour nous, alors vous verrez ce schéma, je vais le montrer deux fois, c'est d'avoir un matériau qui va notamment éviter un maximum de transmission. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait quand une onde arrive sur un matériau? Il va se passer deux choses à l'interface. Elle va avoir tendance à rebondir parce que en fait l'impédance, le milieu naturel n'est pas le même et donc du coup elle a du mal à rentrer dans le matériau. Ensuite, elle va avoir un comportement qui va être changé à l'intérieur du matériau. On verra tout à l'heure notamment pour la partie d'absorbant. Et puis en sortie de matériau, elle va avoir une deuxième interface qui va générer pareil potentiellement une réflexion et s'il n'y en a pas, ben, une transmission. Donc avec ce matériau milliwave, ce qu'on va essayer de faire, c'est, donc là il manque une croix, mais c'est de limiter à un maximum la transmission, donc éviter que l'onde traverse, ce qu'on appelle le blindage. Et pour ça, en fait, on va jouer sur deux propriétés avec ce matériau. On va jouer sur un matériau qui va être légèrement conducteur pour générer des réflexions au départ, donc empêcher l'onde de rentrer. Et puis pour l'onde, la partie de l'onde qui va rentrer, on va jouer sur le fait que ces matériaux ont des pertes diélectriques qui, comme un peu par effet Joule, en fait, va convertir l'énergie de l'onde qui est rentrée dans le matériau sous forme de chaleur, et du coup, va limiter en fait l'énergie totale qui va traverser. Donc avec ça, en fait, on va accumuler ces deux propriétés, on va avoir des performances qui peuvent être assez importantes. Donc ça, c'est des choses que Tristan chez nous mesure et puis potentiellement peut aussi simuler. On peut avoir donc des niveaux de performance. On va avoir ici donc dans l'axe blindage, hein, on compte souvent en décibels en fonction de la fréquence. Des performances de plusieurs dizaines en fait de décibels qui vont être atténués dans quelques millimètres d'épaisseur. Donc l'impact de l'épaisseur, Tristan pourra le redonner, mais plus ça va être épais, en tout cas dans le cas de ce milliwave, plus on va avoir tendance à faire du blindage.
Et ce qui est intéressant après, c'est que nous, de notre côté, on regarde en fait vient cette partie de blindage. Avec, bah voilà, on peut voir qu'il y a une partie donc légère qui est originaire plutôt de la partie réflexion. Donc l'onde en fait ne rentre pas dans le matériau. Et il y a une grande partie qui est liée à cette fois-ci de l'absorption, où là en fait bah, l'onde qui a réussi à rentrer, elle est absorbée, elle est consommée sous forme d'énergie. Et du coup à la fin on a très peu de traversée. On a un deuxième axe qu'on peut regarder, donc voilà, c'est l'impact en fait des performances selon l'épaisseur. Ici, ce qu'on a regardé, c'est, alors vous le voyez, c'est deux gammes de fréquences vraiment différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde des fréquences qui vont dépasser les gigahertz, on va faire appel à des systèmes très différents d'une bande de fréquence à l'autre. On n'a pas de système qui couvre tout. Du coup, c'est pour ça que voilà, ces sujets sont divisés. Ici, à gauche, on regarde plutôt des sujets de télécommunication jusqu'à des sujets de défense. À droite, on est plutôt sur les sujets où on a regardé du radar automobile, avec 77 gigas qui est la cible pour le radar automobile. Voilà, donc là, on va à un matériau plutôt milliwave qui, du coup, enfin plutôt blindant, enfin, qui va empêcher le blindant, oui, pardon, et qui va pouvoir donc s'imprimer en 3D. On va ensuite avoir notre deuxième gamme de matériaux avec encore une fois bah, une variante sous forme de filament. Ici, l'objectif, c'est d'avoir un matériau qui fait plutôt de l'absorption. Donc, cette fois-ci, comme tout à l'heure, on va essayer en fait de maximiser la perte à l'intérieur du matériau pour pouvoir consommer un maximum d'ondes. Et pour ça, en fait, on va vouloir que l'onde elle rentre dans le matériau pour éviter les réflexions. Donc, on va changer en fait les propriétés du matériau pour que l'onde elle rentre. Et quand elle rentre à l'intérieur, elle soit consommée au maximum dans l'épaisseur du matériau. L'idée en faisant ça, c'est vraiment d'éviter bah, ces réflexions ici à gauche. Et en évitant ces réflexions, bah, de facto, vu qu'on va consommer l'énergie, on va aussi limiter de la transmission. Ici, il y a des phénomènes physiques que vous devez comprendre, mais enfin, on pourra pardon, discuter ensemble si vous souhaitez comprendre. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épaisseur, les dimensions, la géométrie du matériau qu'on va imprimer à la fin, elle est de premier ordre en termes de performance. Ici, on va vouloir cibler en fait des épaisseurs qui sont liées au quart d'onde de la fréquence qu'on va cibler. D'où le fait qu'on travaille principalement en gigahertz, ondes millimétriques, centimétriques, et donc du coup, on va être proche d'épaisseurs qui sont ben, fines, petites. Et puis, on verra juste après, et notamment nous en interne, on est capable de proposer des géométries plus ou moins compliquées pour justement augmenter les performances. Donc, on va par exemple travailler sur comment faciliter l'entrée de l'onde. Et donc, on peut faire des mini-pyramides, par exemple, où on va avoir des pointes qui vont tendance à faciliter en fait l'entrée de l'onde parce qu'il y aura moins d'écart entre le milieu naturel de l'air et le milieu du plastique. Et qui ensuite, après, vont permettre d'absorber tout au long de la hauteur. Donc, tout ça, c'est des choses en fait que nous, en interne, on est capable de simuler. Donc, on est capable de faire des propositions assez simples, en fait, en fonction bah, du cahier des charges, performance RF, CVM, épaisseur, poids. Et donc là, on fera des recommandations. En termes d'impression, donc de toute façon, mes collègues derrière, enfin, Crédit de partenaires vont vous en parler un peu plus, mais à noter que ces deux filaments, ils s'impriment dans n'importe quelle imprimante 3D. Enfin, en tout cas, ils ont été développés pour ça. On est principalement sur le diamètre 1,75, même sur Filamag, on avait fait un peu de 2,85. Il peut y avoir quelques contraintes avec le diamètre de bus à pas être trop petit parce qu'on a des plastiques qui sont chargés avec des poudres. Et donc, du coup, ben, on peut juste boucher les bus si elles sont trop petites. Et puis là-dessus, donc nous en interne, on a un ingénieur qui est en charge en fait des impressions, notamment du suivi de qualité. Donc c'est pareil, on pourra faire appel à lui si jamais vous avez des questions. Si on regarde donc à droite, alors peut-être un peu compliqué pour vous, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans ce cas de Filamag, on a un matériau qui est à la fois va avoir des pertes sur la partie électrique du mot électromagnétique, mais également des pertes sur la partie magnétique de ce comportement. C'est grâce à ce cumul de fonctions en fait qu'on est capable d'absorber sur une épaisseur assez fine. Et donc nous, c'est typiquement le genre de données qu'on va utiliser en fait derrière pour répondre à vos problèmes. Là, je voulais également, avant de vous donner des exemples du cas d'usage sur lequel on a travaillé, juste vous partager la façon dans laquelle nous, on réfléchit et on conçoit ces produits. Ça peut peut-être aussi vous apporter, vous, des idées de comment on pourrait travailler ensemble, notamment si vous travaillez déjà sur des matériaux, du système, voilà, vous intégrez en fait différents composants. Donc pour nous, en fait, un absorbant et un blindant, c'est un peu la même chose. On le divise en trois grandes étapes, trois grands composants. C'est la somme, en fait, tout d'abord d'une charge sur lequel nous, on va choisir, en fait, les propriétés qui nous intéressent en fonction du besoin du client.
Donc, on va regarder en fait son comportement diélectrique, sa conductivité en fréquence, qu'on appelle la permittivité. Et puis, on va regarder son comportement magnétique en fréquence, qui s'appelle la perméabilité. Donc, on a vraiment les paramètres de base qui vont donner des propriétés aux matériaux. Et puis après, on va forcément travailler sur le taux de charge et des mélanges pour aller atteindre voilà, ce choix de propriété. Deuxième axe sur lequel on travaille, c'est plutôt la partie matrice. Donc ça, au premier ordre, on peut dire que de manière simple, c'est principalement des contraintes d'environnement, donc des tenues mécaniques. Le produit Filamag, on l'a par exemple sous forme flexible et sous forme PA6, donc plutôt plastique standard, un peu plus dur. Donc voilà, la matrice va donner les propriétés mécaniques, elle va aussi donner des propriétés thermiques. Et elle peut en fait aussi donner des contraintes d'environnement, par exemple, on regarde des sujets de dégazage dans le spatial ou des questions de corrosion. Et puis le troisième point, donc, qui est vraiment important, notamment quand on va vouloir faire des absorbants, c'est comment on va intégrer en fait ces matériaux et comment on va travailler sur la structure. Et là, alors je vais pas essayer de rentrer trop dans le détail, mais on va jouer en fait ce que je disais tout à l'heure sur le lien entre les dimensions des pièces et les fréquences qu'on veut éliminer. Ça nous permet par exemple de choisir des fréquences ou à l'inverse d'être largement, donc d'être efficace sur une large bande de fréquences. On va par exemple faire des couches de matériaux aussi qui vont avoir différentes propriétés pour jouer sur ce que je mentionnais tout à l'heure, comment aider l'onde à rentrer dans le matériau. Et tout ça, en fait, on va pouvoir le faire de manière très simple avec l'impression 3D en ayant bah, voilà, des prototypages qui peuvent se faire très rapidement et sur lequel derrière, bah, nous, en tout cas en interne, et Crédit aussi, peut faire après des mesures. Et puis, donc, quelques exemples que je voulais vous partager. Donc, voilà, donc, ce que je mentionnais tout à l'heure, on travaille notamment beaucoup sur ce qu'on appelle les découplages d'antennes. Donc, l'idée, c'est souvent bah, des intégrateurs d'électronique qui cherchent à avoir la connectivité dans leur système et qui peuvent avoir des antennes Wi-Fi, 4G, Bluetooth, par exemple, dans le même système, ou dans le cas des radars qui vont avoir un émetteur et un receveur qui sont un peu proches. Et du coup, on va en fait fabriquer des genres de murs électromagnétiques qui vont permettre de séparer enfin, électromagnétiquement ces antennes pour pas qu'elles se gênent entre elles. Ça, c'est typiquement des solutions qu'on peut faire, enfin des problématiques qu'on peut résoudre avec nos deux produits, à la fois notre produit Filamag absorbant et à la fois notre produit Milliwave qui est blindant. Donc ici, c'est un cas, voilà, on travaille plutôt dans les fréquences, on va dire un peu plus standard, hein. Donc 1,5, on est sur du GPS, 2,5, on est sur du Wi-Fi. Donc on est vraiment sur des fréquences un peu grand public. Deuxième cas d'exemple que je voulais vous partager, donc c'est ce qu'on appelle donc les résonances de cavité ou les cavités résonantes. Donc ça, c'est une problématique qu'on voit régulièrement en fait sur des systèmes électroniques où on a déjà fait une partie du travail du blindage, mais malheureusement, ça a généré d'autres problématiques de CEM. En fait, souvent, donc, ce qui va passer, c'est qu'on va avoir bah, donc une électronique qui va être encadrée, encapsulée dans un boîtier en métal. Donc ça, c'est très bien parce que ça va faire du blindage efficace, notamment sur les basses fréquences. Et bah, ça va empêcher en fait les ondes de rentrer, etc., mais aussi de sortir. Le problème, c'est que si du coup on a un composant qui rayonne ou une interférence à l'intérieur, et ben elle va être piégée à l'intérieur, elle va pas pouvoir sortir et elle va se mettre à faire résonner en fait le boîtier. Et donc ça va bah, accumuler l'énergie qui au final bah, va perturber l'électronique. Donc là, ce qu'on va proposer, c'est d'ajouter en fait un absorbant à l'intérieur d'un système de blindage pour bah, résoudre ces problématiques-là. Donc, ce qu'on va aussi essayer de regarder avec vous, c'est est-ce que ce matériau absorbant, de manière unique, il n'est pas capable finalement de résoudre les deux, à la fois la propriété blindage qui était au départ représentée par du métal et à la fois la propriété d'absorbant. Et ça, c'est un sujet dont voilà, la réponse dépend de la fréquence, des fréquences qu'on regarde. Et donc là, voilà, on va regarder. Donc nous, on est capable en interne, en fonction des fréquences que vous cherchez à résoudre. Donc vous avez vu notamment dans la mesure CEM, eh ben, on va proposer en fait quel matériau où le mettre et quelle épaisseur mettre en fonction de la fréquence. Et donc on peut notamment aussi chez nous, si besoin, bah, réaliser des simulations assez simples pour bah, anticiper les comportements et corréler ça potentiellement à des mesures. Troisième cas, alors je vais rester un peu moins longtemps, sauf si voilà, parmi vous, il y en a qui font l'électronique radiofréquence, mais l'électronique radiofréquence, le principe, c'est de transférer des données par des ondes plutôt que par du cuivre, donc des ondes RF. Et donc du coup, en fait, on a tout un système en fait qui s'appelle des guides d'ondes où on a besoin bah, des moments de les fermer, de les clôturer. Et pour ça, en fait, on a besoin d'un matériau qui va absorber entièrement l'onde qui à cet endroit-là.
Et donc, on peut voilà, développer en fait des charges RF. Alors, on peut considérer ça comme des boutons un peu qui vont clôturer un système. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà, l'idée c'est qu'on peut aller chercher des performances assez intéressantes avec ces filaments-là. Et le dernier point, alors peut-être plus de curiosité plus qu'autre chose, mais vous me direz, on travaille beaucoup effectivement sur des sujets de discrétion radar et de furtivité. Donc là, l'idée, il est d'avoir des matériaux qui vont ne pas renvoyer l'onde quand l'onde va arriver. Donc l'idée, c'est que on va avoir un système, par exemple, volant, qu'on va recouvrir de matériaux absorbants. Et donc une onde au sol, une antenne, quand elle va arriver sur ce système, bah, le but, c'est qu'elle ne le voit pas, on va dire de manière caricaturale. Ou en tout cas qu'elle le voit, la trace, une empreinte la plus petite possible. La signature radar, on appelle ça la plus petite possible. Et donc pour ça, on va avoir des matériaux qui vont avoir ce qu'on appelle des pertes en réflexion, donc qui vont éviter des réflexions. Et c'est ici où nous, voilà, on a un gros sujet aujourd'hui en interne, c'est qu'on est capable de proposer des designs, des formes vraiment précises en fonction du besoin du client. On peut choisir des fréquences qu'on va absorber, on peut choisir des fréquences à l'inverse qu'on va laisser passer. On peut chercher à faire du large bande. Tout ça, en fait, en jouant sur la dualité du choix du matériau et de la forme que l'on donne à la pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut corréler l'impression 3D avec la simulation, qu'avec le même fichier, en fait, de CAO, on peut réaliser des simulations électromagnétiques radiofréquences et on peut fabriquer la pièce sur une imprimante 3D. Voilà, et puis donc voilà, juste quelques clients. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur des secteurs aéronautique défense, d'où le fait notamment de ce sujet furtivité. Mais on s'ouvre voilà, de plus en plus à des sujets automobiles et puis équipements électroniques grand public ou industriel. Voilà, merci à vous. J'espère d'avoir été assez clair. Enfin, j'imagine que c'est assez technique, mais c'est le moment aussi de poser des questions. Et avec plaisir pour y répondre. Merci, Monsieur Crouzet. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle sur ce qui peut être fait avec les matériaux ou est-ce qu'on déroule un peu plus les présentations avec, pour le coup, cette fois Flavien qui présentera ce qu'il a pu faire à l'Industrie Lab et ensuite mes collègues et peut-être les questions viendront après. Je ne sais pas. Ah, Christophe a déjà une question. Oui. Peut-être pour éclairer le débat, est-ce qu'on peut avoir un ordre de prix d'une bobine et puis peut-être de la matière en format poudre? Oui, alors je vais revenir comme ça, vous aurez en image les différents matériaux. Euh, oui, donc ce filament-là, donc aujourd'hui on en a deux. Alors le filament principal qu'on vend le plus, c'est Filamac. Je pense que c'est celui que vous avez testé aussi de votre côté. Donc ça, c'est des bobines de 1 kg qu'on vend à 600 € à l'unité. Alors forcément, avec les quantités, on peut rapidement avoir des discounts, des réductions. Pour ça, il faut pas hésiter à me demander. Après, sur la partie granulée, on va plutôt être sur des ordres de grandeur de 400 € du kilo. Et encore une fois, en fait, ça, ce sont des prix de vente qui sont liés sur des petites quantités. Donc, soit des bobines à l'unité, soit quelques kilos de produits. Sachant que nous, en interne, on est capable de produire jusqu'à une tonne et demie, en fait, de produits par an. Donc, forcément, sur des clients qui commandent des grandes quantités, on a des prix qui sont différents. Ok, bah, écoutez, merci. Effectivement, c'est toujours voilà, un des sujets, mais bon, là, on est effectivement, nous, on avait commandé une bobine et demie, on va dire. Donc, on reste sur des petites quantités pour faire du prototypage et vérifier un peu voilà, les comportements. Ah, attendez. 1 kilo, peut-être pour préciser, c'est 150 mètres de long dans le cas de ce produit-là. Donc, si vous faites des systèmes électroniques, ça va quand même faire pas mal de pièces, ça. Alors moi j'avais une question, c'est vous avez parlé de ondes radio, etc. Dans le cas d'une bombe IEM, est-ce que le blindage peut suffire ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Alors là, vous me parlez d'une question. Tristan, si jamais tu veux compléter, tu peux me dire. Euh, pour être honnête, je sais pas exactement dans le cas d'une bombe IEM quels sont les éléments, enfin quels sont en gros la nature des ondes qui sont émises et leur fréquence. Euh, Dur à dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on aurait envie d'avoir du blindage, je dirais, pour protéger ce qu'il y a derrière. Donc, ce que je ne sais pas, c'est les fréquences qui sont derrière. C'est-à-dire quand une bombe IEM explose, quelles sont les fréquences des ondes qui se baladent. Si c'est dans les gigahertz, ben, on va plutôt regarder milliwave, par exemple, je vous montrais tout à l'heure.
Si on est à basse fréquence, on verra tout à l'heure, il y a une présentation de méca magnétique, on va plutôt chercher du blindage par du métal. Et s'il y a les deux, ben, il faudra peut-être des deux. Mais là, ouais. Si vous avez des questions à creuser plus tard là-dessus, je veux bien regarder le sujet un peu plus en détail parce que je ne le connais pas forcément. Merci, en tout cas, pour cette première réponse, sauf si quelqu'un dans l'Assemblée a déjà la réponse ou une autre question. Moi, j'ai une autre question. Alors, je suis pas ingénieur, j'ai peut-être loupé l'information. Comment vous interfacez votre boîtier, votre filament avec le PCB, par exemple? Parce que dans le cas d'un boîtier en métal, on peut le souder facilement. Euh, PCB à la Oui. masse. Dans le cas du filament, ça se passe comment? Alors, premier point déjà, ces matériaux ne sont pas conducteurs, donc très peu, donc ils n'ont pas forcément besoin d'être reliés à la masse. Après, pour l'intégration en fait dans les systèmes, donc dans le cas de l'électronique, en fait, donc c'est nos clients qui le font, hein, parce que nous, on vend principalement la matière, voire quelques pièces, mais on fait pas l'intégration sur le système. Mais nos clients, ce qu'ils vont faire, c'est soit bah, ils vont prévoir des systèmes de fixation, en fait, notamment via un imposteur 3D, pour avoir des pas de vis ou des choses comme ça, ou des clips. Soit ils vont prévoir en fait de la colle ou des systèmes collants en fait pour venir coller en fait le boîtier sur leur carte. Après, dans le cas de gens qui vont par exemple intégrer des boîtiers plutôt sur la partie structure mécanique, ben ils vont avoir deux choix. Soit ils vont remplacer leur structure existante par ce matériau-là, et donc ils vont bah, reprendre le design et les fixations qui étaient prévues. Soit ils vont bah, prévoir en fait soit un surmoulage, soit un rajout en surface avec pareil bah, du collage et ou des systèmes de fixation en fonction de leur problématique. Merci beaucoup. Merci. Je voulais savoir juste sur quelle fréquence, donc la fréquence la plus basse que le milliwave peut tenir. Bah, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de tester. Christin, tu es là ou pas? Oui, oui, je suis là. Si tu peux bah, donner les derniers résultats qu'on a là-dessus. Alors, actuellement, on a fait des mesures au début de 2 GHz. On n'est pas descendu en dessous. Et pour le moment, on sait que ça fonctionne. Donc, on a une atténuation pour 1 mm à 2 GHz d'environ moins 15 dB. Euh, je pense que ça va fonctionner en dessous, mais on n'a pas encore les résultats de mesure. Ok, merci. Encore une dernière question, puis on passera à la suite, mais pas de souci. Très bien. Euh, Merci beaucoup pour votre présentation. Ce que j'ai retenu, c'est qu'au-delà du matériau, ce qui me semble intéressant, c'est votre suite logicielle. Est-ce que vous prévoyez aussi de commercialiser, je ne sais pas, peut-être une solution qui combinerait les aspects simulation et slicer ou autres? Alors en fait, donc, merci pour la question, c'est vrai qu'elle est intéressante. En fait, c'est donc ce qui concerne la partie simulation, notamment électromagnétique, radiofréquence, on travaille pas avec, enfin, on travaille avec des outils déjà existants. On n'a pas développé notre propre système. En fait, on travaille avec un gros logiciel qui vient de Dassault Systèmes, donc ça s'appelle le CST Studio. En fait, il se trouve que tous les gens qui fabriquent des antennes, ils utilisent ce système-là ou le concurrent américain de ANSYS. Donc c'est vraiment voilà, des logiciels enfin, alors c'est dédié aux antennes électromagnétismes, mais très populaires déjà sur le secteur. Donc aujourd'hui, on utilise des licences pour ça. Et c'est vrai on a toujours aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, besoin de notre ingénieur, enfin d'un ingénieur derrière pour connecter les deux, parce que ça reste des sujets qui sont pas faciles en fait à appréhender, notamment pour être sûr que la simulation elle donne un résultat réaliste. Et parce que la simulation, ça reste un solver numérique, hein. Et donc, du coup, chez nous, on va avoir Tristan, par exemple, qui va vérifier la partie RF. Et on va avoir Thomas, notre ingénieur impression 3D, qui, lui, va décider, par exemple, de la pièce en stéréo. Merci. Camille, on reviendra vers vous s'il y a d'autres questions à la fin. On va passer la main à Flavien. Alors, par contre, là, je fais partie. C'est son PC. Est-ce qu'il y a une PDF? Ça a l'air d'être ça. Ouais, mais il faut que je partage l'écran parce que Camille, il va pas le voir. C'est en haut. Oui, c'est en haut. Attends, désolée. J'ai fait le retour. Alors, il est où mon...
Alors, oups, partager. Voilà, ça devrait être bon. Alors, je ne sais pas. Désolée. Hop. Quoi, ça va plus se réduire? Bon, j'ai tout spoilé, désolée. Non, c'est pas grave. Alors, je vais vous présenter rapidement l'Industrie Lab, et puis après on passera aux impressions. Donc nous, on est un centre de ressources, pas technologique, juste centre de ressources du labo, spécialisé dans l'IoT, la robotique et puis toute la mécatronique au sens large. On s'adresse à n'importe quel profil du porteur de projet jusqu'au grand groupe. Et du coup, voilà. À l'Industrie Lab, pour ceux qui feront la visite, on a pas mal d'outillages qui nous permettent de passer au prototype fonctionnel. Donc, on a rapidement l'impression 3D, on a trois technologies, de la FDM, de la SLS, de la SLA. On a de la découpe laser, on a de la coulée sous vide, on a de la dépose de composants pour la partie électronique. On peut faire pas mal de choses chez nous, ce qui nous permet d'être assez agile déjà sur le choix des technos qu'on va utiliser pour nos prototypes et sur la conception au sens large. Ce qu'on propose à nos clients, on va de l'étude, là, la conception mécanique et électronique, programmation, réalisation et prototypage. On peut former aussi nos clients ou adhérents sur nos équipements pour qu'ils puissent les utiliser ensuite en location. On essaye vraiment de s'adapter aux besoins et de réduire les coûts quand c'est possible. Du coup, quand on passe en location, par exemple, Silas, ils l'utilisent régulièrement. Ils utilisent régulièrement nos machines dans ce mode-là. Ça, ils sont autonomes sur la réalisation qu'ils font de leurs prototypes. Donc, on peut faire la réalisation de pièces à l'unité, la location de machines, comme je disais, du développement de cartes électroniques, développement mécanique et développement de systèmes complexes. Donc là, on peut aller jusqu'à des robots de traitement de surface que je vais vous montrer après. Quelques exemples de projets qui vous permettront de voir un peu ce qu'on est capable de faire. Donc, on a développé avec un agriculteur de la région le robot DART. Donc, nous, on est intervenu sur ce projet-là sur la partie électronique et programmation. On intervient sur le Green Duck Robot de la société AMBPR, donc là, qui est un gros système sur nacelle élévatrice, donc qui fait 28 mètres de long. Là, on va faire du décapage, du nettoyage décapage et remise en peinture de coques de navire. Donc moi, j'interviens sur sur ce projet-là, sur toute la partie mécanique et industrialisation du projet. Ce qui est assez rare, en général, je m'arrête au prototype, mais sur ce projet-là, je fais aussi l'industrialisation. Le troisième robot, il s'appelle le FlexiDock. J'en ai parlé l'année dernière avec le Crésit. Là, vous avez une maquette d'un robot pour EDF Hydro. Donc là, il va intervenir comme le Green Dock pour le nettoyage, décapage et remise en peinture de barrages, en fait, barrages hydrauliques. Donc là, on a un système qui est monté sur une nacelle élévatrice avec un axe de translation et un robot du commerce pour faire des formes très complexes parce que les barrages d'EDF Hydro peuvent dater des années 40, voire années 20. Et du coup, c'est des très belles conceptions, mais très compliquées à maintenir. Et puis enfin, un petit système petit, mais assez complexe pour le CNRS, où là, on fait la mécanique et l'électronique. Voilà, ça vous permet de voir un peu ce qu'on est capable de faire dans l'industrie lab. Pour le projet qui nous intéresse aujourd'hui, on a mis à disposition nos imprimantes 3D. On a là deux technologies qu'on a utilisées. La FDM qui est classique. Je pense que tout le monde ici connaît la FDM, la dépose de fil. Ouais. Donc, je vais passer assez rapidement sur cette techno, même si c'est celle qu'on a utilisée le plus et je crois qu'il donne le meilleur résultat. Mais voilà. Sans spoiler. Et on a utilisé une autre techno qui s'appelle la SLS, où là, c'est de la poudre
de nylon qu'on vient fusionner avec un laser. Bon, c'est la machine qui fait ça toute seule, mais c'est une machine qui donne des très très bons résultats en termes d'impression 3D, que je présenterai, puis qu'on verra aussi lors de la visite. Donc, je vais vous présenter les paramètres d'impression. Alors, il n'y a rien de très nouveau par rapport à ce qu'on a vu. Nous, on a testé 2 fils différents à la demande du Crésit. On a testé le fil à mag et un fil chargé cuivre pour comparer un peu les caractéristiques. Après, moi, le blindage et l'absorption, j'y connais rien du tout, mais c'était très intéressant. Je me suis vraiment, j'ai pris les matériaux et je les ai testés en l'état. Donc effectivement, pour le fil à mag, dans un premier temps, la buse de 0,6 donne des résultats qui sont convaincants. Les températures de fil, enfin de fusion, on a utilisé les mêmes qui étaient préconisées. Par contre, en vitesse d'impression, moi, je ne suis pas arrivé aux 45 mm/s, j'ai descendu à 20 mm/s pour être sûr que l'impression allait bien se passer. Parce qu'on a des impressions qui sont quand même assez longues et un fil qui est quand même assez cher. Et du coup, j'ai préféré assurer le coup. Je vais vous présenter après ce que c'est le build plate adhesion pour ceux qui ne connaissent pas. On est obligé de l'utiliser pour sécuriser la pièce. Je vais vous expliquer après. En termes de remplissage, du coup, on a fait un remplissage à 100% à la demande du Crédit, mais ce qui paraît assez logique puisqu'il faut que, vu que c'est un matériau absorbant, il faut qu'on ait la pleine épaisseur. Et enfin, on a dans les paramètres, les milliers de paramètres qu'on peut avoir sur l'impression 3D, la rétractation, nous on l'a retiré pour ces impressions-là. En fait, juste pour rapidement, c'est quand on passe d'une couche à l'autre ou d'une géométrie à l'autre, le fil va se rétracter pour éviter d'en consommer. Et on va à nouveau l'alimenter quand on va vouloir imprimer. Nous, on l'a retiré parce que le fil est assez souple et la souplesse du fil fait que la rétractation le mange. Donc, ça bloque l'impression et du coup, c'est, c'est- bah, du coup on a des défauts, quoi. Voire, on ne réussit pas à imprimer. Si je vais trop vite, vous me le dites, parce que j'ai un débit important. On a testé le métal, le PLA chargé métal, qui est donné pour des bus de 0,4. Nous, on est passé à 0,6 parce que les premiers essais ont bouché la buse. Donc, il a fallu passer sur des buses plus importantes. Et après, les paramètres sont exactement les mêmes. Là encore, on n'a pas utilisé la rétractation. Le fil est un peu plus rigide, mais on sent qu'il est plus fragile. Donc on a retiré ça aussi parce que la première fois qu'on l'a fait avec, on a mangé le fil aussi, l'extrudeur a mangé le fil. Et dans les deux cas, j'ai changé la tête d'alimentation de l'imprimante pour passer en extrusion directe et pas en ce qu'on appelle en Bowden. On a un trajet en plus qui fait que parfois le fil va se bloquer au niveau de l'extrudeur et qui fait que l'impression rate. Voilà. Donc, juste. Désolée, il n'y a pas l'écran partagé après. Super, merci. Désolée, j'ai réagi un peu tard. Bon, il n'y aura pas le plein écran, mais tant pis, parce que sinon ça marche. Juste pour illustrer ce que je racontais là, en fait, dans les impressions classiques, on a le fil qui fait ça, qui va jusqu'à la buse qui est là. Et du coup, ça fait un gros trajet. Et là, on est en alimentation directe. Donc, on limite les frottements en fait dans les canaux d'alimentation. Donc, pour les pièces que vous voyez là, on a fait les impressions en 14h30 x 2, puisqu'on faisait 2 plateaux pour ces pièces-là. Alors, certains vont penser que c'est lent, mais en fait, 14h30, c'est on lance le matin, le lendemain, on l'a. Il faut quand même voir ça. Il ne faut pas vouloir être toujours trop pressé en impression 3D.
Là, d'une journée sur l'autre, on l'a, et ça, en usinage, on met quelques semaines, je pense. Voilà, ça c'est pour l'impression FDM. Si vous avez des questions. Ouais. Quelle résolution tu es capable de tenir, une impression avec ces tailles de On couche? est sur du 0,01 en hauteur de couche. Alors, le désavantage de cette techno-là, c'est qu'on a vraiment un effet de couche sur les pièces. Donc, sur un boîtier, on va dire que c'est pas forcément contraignant. Sur d'autres types de pièces, on va créer le matériau n'est pas homogène. Donc, on a des contraintes mécaniques qui vont faire que dans certaines conditions, le matériau va casser plus facilement. La techno suivante que je vais vous présenter, on n'a pas ce défaut-là. Et donc, j'y arrive plus. Oui, parce qu'elle a sorti. Non. Ça va être- Hop. Ah. Vas-y, réessaye. Ah, ouais. Ah non, je suis allé un peu trop, pardon. Donc le plateau, bon, de manière classique, on passe les pièces dans un slicer qui nous calcule tout seul. Ça, c'est assez génial. Par contre, je vous ai parlé du brim tout à l'heure. Donc c'est la structure bleue là qu'on voit autour des pièces. Ça, suivant les géométries qu'on va imprimer, c'est hyper important. Donc on a plusieurs choix. Les premières pièces que j'ai imprimées, je les ai imprimées avec un radeau, un raft, mais ça use beaucoup de matière. Et on a on a des surfaces qui sont moins bonnes au niveau du contact du raft, de ce plateau-là. Et du coup, je suis passé en brim, qui permet en fait, vous voyez sur ces géométries-là, on a des très gros rectangles. En fait, on va avoir des effets de décollement de la pièce, du fait que quand elle va refroidir, on crée des contraintes thermiques dans la pièce qui vont tirer sur les coins et qui, du coup, la pièce va se décoller. Voilà. Et pour éviter ça, on utilise soit le raft, donc vous voyez là, soit le brim. Et là, vu le prix des pièces, enfin le prix de la matière, on est passé en brim. Mais il faut surtout pas se passer de ça parce que sur ces géométries-là, la pièce elle se décolle, c'est quasiment obligatoire. Voilà. Ou si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Sur l'impression filaire, c'est hyper important. Euh, j'ai été assez clair sur. Je vais passer à la SLS. Donc là, si un petit détail, les imprimantes là, que j'utilise, moi, elles valent 200 euros à peu près. On est capable de sortir des super pièces pour vraiment pas très cher en termes de matériel. Oui. C'est un plateau lisse texturé. Là, il était texturé. Ouais. Texturé. C'est assez important pour que la pièce elle colle suffisamment. Et du coup, il y a une température. J'étais à 45 degrés comme. Ce qui est assez bien, c'est que maintenant toutes les bobines et le fil à mag, tout est indiqué pour ces contraintes-là. Et en les respectant, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Voilà. Vous avez eu le temps de faire des tests d'overframe, pas quand ça se dit en français, de points. Ah, là, en fait, moi, Là, ça a j'ai pris les géométries qu'on m'a données et, et j'ai imprimé. Alors, pour les ponts, je pense que faut pas se passer du support. Le support est quand même super important pour bien imprimer jusqu'au bout. Après, c'est un peu embêtant à retirer et puis il faut retravailler les surfaces souvent. Euh, Là, on a un matériau qui est relativement flexible. Vous verrez, au toucher, il ne faut pas s'en passer. Voilà. Oui. La moitié de la buse. Enfin, Là, on était en acier. C'était acier. Enfin, c'était acier, c'était pas laiton. c'est pas les temps, c'est Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. tout dans la camionnette. Oui, c'est vrai que je n'ai pas mis le type de buse. On a pris des buses renforcées. D'accord. Et encore une fois, pour chaque matériau, maintenant, ces éléments-là, c'est indiqué. Donc, c'est pour ça mon retour d'expérience est vraiment plus sur les aspects géométriques, etc., où je pourrais être plus pertinent.
C'est bon pour cette partie-là? Il y a un truc important aussi, c'est il a les outils de CAO. Micro, il y a lui. Ouais. Ouais. Il a les outils de CAO pour construire les modèles. Il a les outils de CAO pour construire rapidement les modèles, donc ça peut gagner un peu de temps si vous Oui, êtes. oui. Moi, je fais la conception mécanique depuis voilà, très, très longtemps. Et je suis équipé de SolidWorks, donc je peux dessiner à peu près n'importe quoi sur ce logiciel. Voilà. Donc, on parlait de géométrie tout à l'heure avec des pyramides, etc. Moi, je me suis noté plein de choses. Ça, sur SolidWorks, on dessine ça en rien de temps, quoi. Après, en impression, quand j'ai vu les photos, obtenir ça sur des imprimantes classiques comme j'ai en filaire, avec des bus de 0,6, voilà, la pointe, elle va pas forcément être hyper précise. Il faut faire attention aussi à ça, je pense. Euh, Ce problème-là, je l'aurais pas en SLS par contre. Enfin, après, il faudra voir les résultats. La SLS, moi j'utilise une imprimante qui s'appelle une Fuse One 30W+. C'est une Formlabs. Alors là du coup, on n'est pas du tout accessible au grand public en termes de prix sur ces machines-là. Par contre, on a de très gros avantages, c'est qu'on n'a pas de support sur cette machine-là. La pièce, elle est auto-portée dans son bain de poudre. Donc, n'importe quelle géométrie, on va pouvoir la sortir très facilement. Vous verrez, quand on visitera, j'ai sorti une cote de maille toute, toute imprimée d'un seul coup, sans assemblage. Là, en fait, en FDM, on a été obligé de faire plateau par plateau, enfin, côté par côté, le boîtier, pour respecter correctement les géométries et pas avoir cet effet de support dont on aurait eu besoin sur ces parties-là à minima. Que là, en fait, j'ai fait mon boîtier, j'ai réuni mes fichiers, enfin les fichiers que m'ont donné le Crésit, et puis je l'ai imprimé tel quel d'un seul coup. Donc on gagne du temps. Et après, en termes d'impression, donc là, on est en résolution sur les hauteurs de couche, on est à 0,11 mm, donc c'est à peu près équivalent à ce qu'on a en FDM. Euh, mais l'avantage, c'est que là, on n'a rien à toucher. Le slicer, il fait tout seul. On sort les pièces, il n'y a plus qu'à les sabler et on est prêt à partir. J'ai mis le temps d'impression pour information. On est à peu près dans les mêmes ordres d'idées. C'est-à-dire qu'on dessine sa pièce un jour et puis le lendemain, on l'a. On peut la lancer. Voilà. Par contre, du coup, on n'a pas les propriétés électromagnétiques qu'on veut directement. On est sur un PA12, donc un nylon, et après, il faut le retraiter derrière pour essayer d'avoir des propriétés équivalentes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'étais juste là pour donner forme aux pièces. Voilà. Merci Flavien, mais effectivement, il faut quand même aussi de la réalisation concrète pour pouvoir faire les mesures et voir un peu. Donc, je vais laisser la parole du coup à Christophe qui va présenter justement les simulations et les résultats que l'équipe Crésit a pu réaliser à partir des fabrications de l'Industrie Lab et du matériau de Imagine. Voilà, c'est la suite. C'est la suite. Alors, je vais quand même essayer de remettre en plein écran. Non, ça ne vous gêne pas comme ça? Je vérifie que c'est. Je peux laisser. Ok. Donc, je vais vous présenter un petit peu nos réflexions sur 3 temps. Donc, les moyens de mesure qu'on a mis en place, donc tout ce qu'on a au Crésit et qu'on vous fera visiter pour ceux qui ont envie après les présentations. Les modèles imprimés, ben, ils sont là. Vous pourrez venir les voir, les toucher, voir un peu comment ça se maintient. Et puis, les résultats, juste une petite précision par rapport à ce que Flavien nous a présenté. Ici, en fait, ça, c'est des choses en impression filaire. C'est pas réalisable debout comme ça, donc on n'a pas pu imprimer la boîte comme ça.
Donc c'est pour ça qu'il a bien présenté les trois faces imprimées en 2 temps. Et nous, on a fait un collage cyano. J'ai fait des essais aussi de collage en soufflant avec une petite soufflette à air chaud, de souffler des composants, et on arrive à refondre la matière en local. Là, je voulais quelque chose de propre à présenter aujourd'hui, donc on était un peu pris par le temps. J'ai pas pris de risque de faire trop d'essais, mais je pense qu'on peut les souder en chauffant gentiment, et donc peut-être de la reprise sur PCB en chauffant gentiment la pièce. Donc j'étais à 200 degrés là, mais on arrive à refondre la matière et à les faire coller ensemble sur le matériau. La zapette, elle est là. Je vais rester par là comme ça. Ok. Donc ici, les moyens. Donc là, j'ai pu la souris. Désolée. Vas-y. Ok. Et donc là, en fait, on a fait des essais pour une entreprise de la région qui est venue nous voir pour des problèmes de remplacement de boîtiers mécaniques par une nouvelle technologie pour alléger la matière. Et on a eu l'idée de leur proposer cette petite solution qu'on avait chez nous. C'est un générateur d'impulsion, donc ce qu'on appelle un pompe générateur. En principe, c'est on a un petit oscillateur à 100 kg. On vient exciter une diode pin, et derrière, on vient attaquer une antenne large de bande. Et ça nous fait un émetteur avec des raies espacées de 100 mégas jusqu'à une dizaine de gigas. Et donc, ce petit compte générateur, donc on l'a désossé pour voir l'antenne à l'intérieur. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, on voit les différents raies, donc espacées à 100 mégas. Là, on est sur la bande jusqu'à 1 giga, et puis au-dessus. Donc, ça nous permet de regarder un petit peu avec un générateur intégré dans le boîtier, ce qui évite tous les problèmes de raccordement avec des câbles, le risque que le câble rayonne, etc. Donc, dans la démarche, on est plus à l'intérieur du boîtier pour voir comment ça se passe. Il y a un risque, c'est que l'antenne qui est à l'intérieur soit désadaptée par la proximité des matériaux. Du coup, on a réalisé des simulations avec les outils FECO, et on a aussi réalisé un prototype de l'antenne qui est là. Vous pourrez venir voir. Donc, c'est pas très glorieux, hein, c'est découpé au cutter sur un bon circuit imprimé, mais ça fait la blague, et vous allez voir, on a retrouvé des caractéristiques assez proches de la simulation. J'ai plus la souris ici. Donc, pour les moyens d'essai, on a fait un premier essai avec le fameux compte générateur seul, ensuite monté dans la boîte imprimée en Filamag F, qui est ce petit boîtier-là, et ensuite en milliwave, et on a comparé les résultats. Donc, on fait de la mesure comparative en mettant le dispositif à une distance donnée d'une antenne. Donc, dans ce cadre-là, on a mis l'analyseur de spectre, on a fait un balayage en fréquence de 100 mégas à 20 gigas, pardon, avec un pas de 100 mégas pour aller chercher toutes les raies. Et on a fait un span de 100 kg autour de cette fréquence-là, avec une résolution de bandwidth de 1 kg, donc assez fin en résolution pour aller chercher le pic d'énergie. Et on s'est aperçu dans le temps, avec la baisse de charge de la batterie et l'élévation en température de l'ampli, du système intégré, l'antenne, la diode pin, etc., que la fréquence shiftait légèrement. Donc elle pouvait sortir des 100 kg, donc on a refait quelques mesures en élargissant un peu la bande d'analyse, le span, pour garantir la détection du pic pendant le temps de mesure avec l'appareil. Donc tout ça, c'est piloté par un petit code Python qu'on a mis derrière pour récupérer toutes les raies de mesure enregistrées dans un fichier. Comme je vous le disais, on s'est posé la question de l'influence du boîtier, donc on a imprimé une antenne, enfin on a gravé une antenne à la main, et on a utilisé notre VNA qui couvre que la gamme jusqu'à 8,5 gigas, mais qui permet d'avoir un premier ordre d'idée de voir l'influence du boîtier avec les proximités matériaux. On a utilisé un kit d'étalonnage qu'on a acheté chez Metic. C'est un petit kit d'étalonnage UFL, et l'avantage qu'il a celui-là, c'est qu'il permet de faire de la mesure sous pointe en plus. Donc c'est intéressant pour des solutions où vous voulez mesurer des antennes sur lesquelles on n'a pas mis de connecteur. Ça permet d'aller faire des mesures. Donc là, on a utilisé avec le mode UFL. Et du coup, on a fait la mesure de l'impédance sur la bande 100 kg jusqu'à 8,5 gigas pour voir un petit peu l'influence du matériau, donc antenne seule, et puis l'antenne montée dans les différents boîtiers pour voir l'influence des proximités. Donc le risque, c'est, comme je vous disais, si l'antenne est désadaptée, ça peut modifier le rayonnement qui va être sortant du boîtier, mais plus parce que la puissance se réfléchit à l'entrée de l'antenne que parce qu'elle est absorbée par le matériau. Donc on a été vigilant sur ce point-là avant d'interpréter les résultats. Pardon. La mesure de performance en transmission. Donc là, tout à l'heure, c'était de la réflectométrie, là, c'est en transmission. Là, pour ça, on a utilisé notre petite antenne toujours. Donc, vous voyez, on a percé un petit trou dans le boîtier pour pouvoir sortir notre câble UFL.
Et ça, on est venu le raccorder sur le câble du générateur. Donc, on a utilisé un synthé 8360 d'Agilent qui couvre la bande 100 kg jusqu'à 26 gigas. Et puis, de l'autre côté, notre bon vieil analyseur, piloter tout ça par un code Python. Et du coup, là, on est à fréquence maîtrisée. Ce n'est pas le TechBox qui génère la fréquence qu'il veut. C'est nous qui avons balayé avec un path 20 mégas, un span de 100 kg et une résolution de bandwidth d'1 kg. Et on va chercher la fréquence injectée pour chaque mesure et on regarde un petit peu en comparaison. Et donc, on fait de la mesure comparative. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le risque d'influence du câble, on l'a limité puisqu'on fait de la mesure comparative, antenne seule, antenne dans la boîte. Et donc, en faisant attention de laisser le câble toujours à peu près dans les mêmes positions. Voilà pour ça. Pardon. J'ai un petit chat dans la main. Hop. Donc, côté simulation, nous, on n'utilise pas CST, on utilise la suite Alter, et notamment l'outil FECO, qui permet de faire la simulation d'antenne. Donc, c'est des outils un peu moins onéreux que CST, qu'on avait évalué à l'époque. Donc, à l'époque, l'équipe Crésit avait regardé un petit peu, on avait fait de la veille techno sur les différentes solutions, et Alter avait une offre intéressante en termes de prix, et avait joué l'accompagnement du Crésit pour faire une offre intéressante. Donc, nous, on a une solution avec 35 jetons, ce qui nous permet de faire tourner nos modèles sur un processeur à 8 cœurs pour limiter les temps de simulation. Après, si on met un peu plus cher en termes de licence, on peut monter sur des serveurs plus musclés pour simuler plus rapidement. Donc, les simulations qu'on a fait, c'est l'antenne seule. On a regardé un peu les impédances, les diagrammes de rayonnement. On a rajouté les matériaux Imagine, donc le Filamag F. Le milliwave, on ne l'a pas simulé parce qu'il n'était pas dans les bandes de fréquences qu'on a simulées jusque-là. Et c'est des choses qui sont en cours de partage avec l'équipe Imagine, que je remercie d'ailleurs parce qu'ils ont été très dynamiques dans tout notre travail, très réactifs dans l'accompagnement. Donc, c'est plutôt positif pour travailler sur des échanges comme ça constructifs. On a fait tourner ça sur un PC qu'on a acheté on a fait un investissement pour faire un peu d'IA. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour le détourner et lui faire un peu de simulation RF. Donc, c'est une carte avec un processeur AMD Ryzen qui a 8 cœurs et puis 32 Go de mémoire DDR5. Donc, ça pousse un petit peu, quoi. Et on a des temps de simulation là où il nous fallait 2 à 3 jours sur notre bon vieux PC avant. Là, en une nuit, on arrive à faire les simulations sur toute une plage de fréquences, à la fois en impédance et en diagramme de rayonnement, donc ce qui est assez intéressant en termes de simulation. Donc, vous voyez en bas le modèle, on retrouve le modèle qu'on a partagé avec Flavien. Donc ça, c'est un modèle qu'on a directement généré, enfin c'est surtout Dia qui a fait marcher ces cellules grises, et du coup, il a généré ça avec du petit code Luma embarqué dans l'outil FECO. Et du coup, le modèle nid d'abeille, il est paramétrable et on peut jouer sur les paramètres du nid d'abeille pour arriver à simuler différents formats dans la simulation. Je vous ai mis, mais Camille l'a déjà présenté, les informations sur le matériau. Et donc, sur les points qui sont par-dessus les courbes, c'était l'extrait qu'a pris Dia pour faire nos simulations à nous. Et vous allez voir qu'au début, on s'était concentré sur la partie plus basse fréquence, donc inférieure à 5 gigas. Et finalement, on a fait des simulations au-dessus, mais on a oublié de corriger notre modèle. Donc, il faudrait qu'on revoie un peu notre copie. Et ce qui peut expliquer un petit peu des écarts qu'on a sur les résultats in fine, entre simulation et puis mesure. Voilà, donc les différentes réalisations, elles sont sur la table, vous pouvez venir les voir. Donc, Flavien les a présentées. Donc, on voit la fameuse antenne découpée à la main là, dans le TechBox. Donc, ça, c'est le milliwave. Donc, vous allez voir, la boîte, elle est assez rigide. Au toucher, là, c'est du costaud. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de plus souple, le matériau. On a fait des essais avec les fameuses boîtes en nid d'abeille. Donc, pour la partie boîte pleine, on était sur une boîte que j'ai cherché à faire enrobante de la TechBox. Donc, on est sur des dimensions qui font 100 par 67 par 30. J'ai volontairement fait assez contraint, parce que je me suis dit, dans une application industrielle, on ne veut pas trop augmenter notre boîte. Je vais essayer de venir proche de l'antenne et voir comment ça se comporte. Et donc, on va voir les influences sur l'impédance des antennes. Donc, épaisseur 3 mm pour les parois, et puis les dimensions pour que ça tienne autour de la TechBox. Et après, Dia a fait des travaux sur la partie nid d'abeille. Et du coup, on a celle en Filamag F, celle en fil de cuivre 80% et celle en SLS peinte
la bombe peinture cuivre. On n'a mis qu'une seule couche. J'ai pas eu beaucoup de temps en plus pour en mettre plusieurs, mais du coup, on est vraiment une couche en surface et on n'a pas de cuivre dans la matière. Au contraire du filament qui, lui, est chargé à 80% de cuivre. Un petit détail sur le nid d'abeille. Ce qu'on voit là, c'est que pardon, on voit ici, ça c'est la base du nid d'abeille. Donc on est à 4 mm de largeur à l'extérieur, sur la forme hexagonale, et 1 mm en fin de pyramide, là, avec une hauteur de 4 mm. Voilà. Donc la forme, elle n'est pas innocente. C'est des choses qui sont travaillées un peu. Dia est reparti de Publi, qui ont été partagées par Imagine, que lui, il a trouvé en plus sur la toile. Et donc, nous, on s'est inspiré de ces éléments-là pour faire des simulations et regarder un petit peu comment on pourrait tirer profit de ces matériaux pour aller chercher des résonances. Donc, l'idée du nid d'abeille, c'est d'alléger la matière en allant chercher des résonances particulières pour enlever des fréquences particulières pour faire un blindage. Résultat, simulation, mesure. Donc, en très plein, donc dans toutes mes slides qui vont venir, tout ce qui est très plein, c'est simulation, tout ce qui est très pointillé, c'est mesure. Comme je vous le disais, notre VNA s'arrête à 8 Go 5, donc on voit que je n'ai pas donné de mesure au-delà de 8 Go 5. Par contre, on a simulé un petit peu jusqu'à 16 Go pour regarder le comportement de l'antenne. On voit que la proximité de matière a peu d'influence sur l'antenne en elle-même. Et on retrouve des choses assez cohérentes entre la simulation et la mesure, au défaut de fabrication, en toute humilité, de ce que j'ai pu réaliser, et puis de la simulation avec le matériau, avec l'approximation qu'on a fait sur la bande jusqu'à 5 Go. Mais c'est plutôt cohérent. On retrouve des choses cohérentes entre la simulation et la mesure. Donc, si on voit des variations, elles ne seront pas imputables à une désadaptation de l'antenne dans une partie de la bande. Et on va pouvoir faire des comparaisons entre les diagrammes en excitant l'antenne avec le générateur. Hop. Donc ça, comme toujours, très plein, simulation, pointillé, mesure. Donc, ce qu'on voit tout en haut à gauche, c'est l'antenne seule, qu'on a mesurée. Et en rouge, en pointillé, c'est l'antenne mesurée. Donc, l'écart avec la pente, c'est lié aux pertes dans nos câbles et aux pertes en champ libre dans la chambre, que je n'ai pas corrigé ici, j'étais un peu pris par le temps. Mais du coup, on retrouve des formes à peu près cohérentes si on remonte notre courbe en haut. Ensuite, on a la TechBox avec le Filamac F en simulé, donc la courbe verte. Donc, on voit des zones avec des résonances et des atténuations dans la bande. Et ainsi, on retrouve la mesure en pointillé bleu. Donc, on voit une certaine corrélation entre la verte et la bleue ici. Et puis ici, bah, si on corrige un peu, on retrouve un écart en fréquence ici qui peut être lié soit à nos paramètres rentrés dans l'outil, soit à une influence matériaux, non pas sur l'impédance d'antenne, mais sur le rayonnement. C'est-à-dire qu'on va avoir des courants qui vont circuler dans le matériau, qui vont participer au rayonnement global. Et ensuite, on voit la TechBox avec le nid d'abeille, donc René filament F, et puis la TechBox mesurée aussi. Donc, on retrouve des choses. Pour aider à la lecture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la différence entre la mesure antenne seule et la mesure avec le boîtier qu'on retrouve ici. Donc, vous voyez ici, c'est la TechBox à le filament F. Et donc, comme l'a présenté Camille, le milliwave est bien plus performant en fréquence, en atténuation. Donc, on atteint des atténuations à plus de 40 dB, avec des ordres de l'ordre d'une vingtaine de dB. Les écarts qu'on peut voir peuvent être liés aux différents shifts qu'on a ici. Donc, sur les résonances qu'on voit, il faut faire attention pour finir d'interpréter, de bien aller regarder ça de plus près pour se dire qu'on n'a rien raté d'important. Mais dans les grandes lignes, on voit une influence ici autour des 6 Go avec une atténuation de l'ordre d'une vingtaine de dB sur une épaisseur de 3 mm. Alors que le milliwave, lui, sur une bonne partie de la bande, il garantit la vingtaine de dB, 15-20 dB d'atténuation sur une bonne partie de la bande. Ici, c'est avec le nid d'abeille, pardon.
Donc là, on retrouve une résonance autour des 8 gigas. Et on voit que l'harmonique 2, on n'a pas été la chercher parce qu'on s'est arrêté un peu avant. Mais du coup, on voit le creux là, ici. On commence à venir chercher la deuxième résonance, qui est en multiple de 2 de la fréquence 8 gigas. Alors, un truc important, c'est qu'ici, on est venu flirter avec le bruit de fond de notre appareil quand même. Donc, on voit la tendance. Pardon, je vais passer là. On voit l'amorce ici, il se fait. Par contre, je viens taper dans le bruit plancher de mes appareils de mesure. Donc, il aurait fallu qu'on remette un ampli supplémentaire dans la chaîne de mesure ou qu'on injecte un peu plus de puissance à l'émission pour aller chercher une mesure plus propre à ce endroit-là. Mais la tendance est là, c'est ce que nous, on voulait montrer rapidement avec ces essais-là. Pouf, pouf, ça c'est dit. Et là, je vous ai fait une comparaison du coup avec le filament cuivre, le SLS cuivre, et puis le Filamag F, imprimé en nid d'abeille. Donc le Filamag F, c'est celui qui est en bleu ici. Donc on retrouve la résonance autour des 8 gigas. Par contre, on voit bien que le cuivre, il n'a pas du tout le même comportement. Il va avoir plutôt une atténuation autour des 10 gigas environ. Donc c'est celui qui est matière chargée. Par contre, le SLS avec la peinture, lui, on voit qu'il n'y a quasiment pas d'effet sur la bande. On suit quasiment le comportement de l'antenne. Ça veut dire que c'est pas, ça veut pas dire que c'est pas une solution qui n'est pas utilisable, c'est que par rapport à la solution nid d'abeille, la peinture métal n'apporte pas grand-chose. Il faut vraiment charger la matière pour avoir une influence. D'accord? On a fait des tests où on s'amusait à peindre des boîtiers avec de la peinture comme ça donne des résultats. Là, c'est la technologie nid d'abeille qui fait que on n'apporte pas assez de cuivre pour qu'il y ait de l'influence et qu'on fasse de l'absorption dans la zone. Voilà. Je pense que j'ai fini. Donc, les conclusions, Camille les a largement présentées, donc je ne vais pas m'étaler, mais voilà, en jouant sur l'épaisseur, en jouant sur les formes, on peut aller chercher des résonances. L'intérêt du prototypage rapide, bah, vous l'avez vu, entre les équipes Imagine et puis l'équipe Industrial et l'équipe Crésit, on est capable de vous accompagner sur des projets par rapport à différents besoins. Camille a déjà largement présenté les domaines dans lesquels ils ont travaillé. Moi, ce que je vois d'intéressant aussi, c'est sur un boîtier qui va, dans le cadre, pas une vraie cavité, mais plus un système qui, mécaniquement, avec un boîtier métallique, vous allez avoir des fentes pour sortir des connecteurs, des câbles ou faire des aérations. Et ça peut faire des fentes résonantes. Et du coup, le fait de mettre le produit à l'intérieur, on peut faire shifter la fréquence, c'est ce qu'on a vu. Et du coup, ne plus exciter le mode propre de l'électronique, ne plus avoir de rayonnement ou à l'immunité, changer la résonance de la fente pour éviter que l'électronique soit perturbée à cette fréquence-là. Donc ça peut être aussi une solution alternative à des solutions où on a des problèmes de CEM liés à de la mécanique, autre que les cavités résonantes. On a essayé de jouer un peu avec les cavités, mais on était un peu pris par le temps. Donc on a fait quelques essais sur la base de ce que nous a partagé Camille, mais pas Camille, Tristan, mais on n'a pas pu aller au bout, donc j'ai pas de résultats très très intéressants à partager ce soir. Mais c'est des choses qu'on continuera d'explorer en sous-marin, faut pas le dire à la chef. Et merci Christophe. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été présenté, les différentes parties, simulation, mesure c'est valable aussi pour peut-être Monsieur Crouzet en ligne ou Oui. voilà, l'équipe Imagine. Est-ce que ça a soulevé des problématiques ou des interrogations diverses? Non, c'était clair. Euh, C'est juste revenir sur la partie drone et furtivité. En fait, là, quand vous faites votre blindage, c'est sur la partie électronique uniquement ou sur tout le drone? Votre, votre micro. Pardon, j'imagine que c'est pour Imagine, Oui. la question? Oui. Oui. Alors, déjà sur la partie drone, quand on parle de furtivité, attention, on regarde pas on cherche pas du blindage, on cherche vraiment à absorber, donc à éviter des réflexions. D'où le fait que là, il y a les deux produits, il y a Filamag et Milliwave. Et effectivement, sur le drone, on va avoir, alors ça va dépendre
la typologie du drone, sa construction et ses matériaux, mais première réponse, c'est qu'on va quand même chercher tout ce qui est métallique dans le système parce que tout ce qui est métallique va énormément rayonner. Donc ça va être le boîtier d'électronique, les moteurs, voilà, certains systèmes. Et donc on va d'abord essayer de proposer aux constructeurs de couvrir ça. Et après, bah, ça va dépendre de son niveau de performance qu'il cherche à atteindre parce qu'on a aussi une image en fait de quelles sont les autres zones qui peuvent ou les autres motifs qui peuvent rayonner. Et donc ça peut être bah, voilà, par exemple du fuselage en fibre de carbone qui va avoir un peu de conductivité. Ça peut être aussi les bords d'attaque, donc tous les angles en fait qui sont présents parce qu'ils ont tendance à diffracter les ondes quand elles arrivent. Et du coup, de facto, ça les fait rebondir. Donc là, nous, on va regarder après, bah, justement, pour Tristan, il va rentrer dans la danse, on va dire. Il va venir avec moi à rendez-vous et on va essayer de comprendre, selon la typologie, le design du drone, qu'est-ce qui est faisable et finalement quel gain le client recherche aussi derrière. Merci. Juste pour compléter, je sais pas si je peux compléter, mais concernant la partie blindage, effectivement, il y a des cas d'usage où la carte électronique du GPS peut être perturbée par les moteurs du drone. Donc, par exemple, quand les moteurs vont tourner à haute vitesse, ça va générer des ondes électromagnétiques et perturber la carte du GPS. Donc, en fait, le drone va perdre des liaisons satellites et va pouvoir moins bien se repérer. Et donc, il y a nécessité, par exemple, de mettre un boîtier blindant sur la carte électronique pour la protéger des perturbations liées au moteur. Et là, on a un avantage avec Milliwave, par exemple, c'est que bah, le boîtier est facilement fabriqué grâce à l'impression 3D. Et en plus, contrairement au métal, on va être plus léger puisque la densité du produit est de l'ordre de 1 gramme par centimètre cube. Si on compare à l'aluminium ou au cuivre, qui sont 2 fois plus élevés, ça peut faire gagner quand même quelques grammes. Et donc, pour le drone, c'est toujours bien. Voilà. Par rapport au- oui, par rapport aux résines que vous avez évoquées, la commercialisation, enfin, ça en est où à peu près? Donc effectivement, on est en train de donc travailler sur des résines. On n'a pas encore, bon, on imagine fin d'année, mais on n'a pas de date encore précise en tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on reste avec des taux de charge assez élevés. Et donc là, pour la résine, on a une complexité, c'est qu'elle doit quand même être liquide pour être injectée. Et après, elle va être durcie par un durcisseur, parce qu'on regarde des époxys là. Et donc cet équilibre-là qu'on est en train de trouver sur bah, finalement quel taux de charge et quel niveau de performance on va avoir. Euh, et donc ça, c'est un travail qui est en cours. Je peux pas vous donner de date. Ce qui est sûr, c'est que avant la fin de l'année, on aura un produit là-dessus, mais j'ai pas de date plus précise encore à vous partager. Si ça vous intéresse, par contre, on a à la recherche de gens qui ont envie de tester et de jouer avec ces produits-là pendant le développement pour qu'on ait des retours et qu'on essaye voilà, de s'améliorer. La première demande qu'on a entendue, nous, c'est des gens qui veulent injecter en fait des absorbants à l'intérieur d'une électronique existante ou d'un composant ou d'une connectique. Et donc, en fait, ça s'adosser à la forme existante. Mais nous, effectivement, on regarde aussi l'intérêt de pouvoir faire un dépôt plutôt que de devoir faire des fabrications de pièces en masse. Est-ce que ça pourrait être intégré à des composites, la résine? C'est une question. C'est une bonne question. C'est une question qu'on regarde avec des fabricants de drones, mais que je peux pas vous donner de détails pour le coup là. D'accord. Euh, Tu as besoin de mais oui. techniques assez importantes et avec du plastique, clairement, on ne pourrait pas les atteindre. Et du coup, si ça peut être intégré dans du composite, là, ça devient plus intéressant. Oui, donc c'est effectivement une question qu'on regarde dans le composite, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément cette définition. C'est voilà, c'est principalement, on parle de fibres de carbone, de verre, etc., qui viennent structurer en fait une résine pour lui donner des propriétés mécaniques. Et donc effectivement, le mélange des deux, alors là, nous, voilà, c'est sûr qu'on regarde au cas par cas parce qu'en fait, en fonction des choix des matériaux, on va pas avoir les mêmes propriétés électriques en fréquence du matériau de base déjà, la permittivité. Et donc du coup, là, comment on va adapter en fait la résine avec, ça va aussi dépendre de ce qui est choisi comme fibre. Mais c'est typiquement le genre de sujet qu'on regarde et ouais, sur lequel on travaille en ce moment.
Du coup, l'enceinte n'a plus de batterie, mais on peut parler sans micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais allez-y. L'ensemble des matériaux, la résine, mais aussi les boîtes, on est sur quelle température d'utilisation? Pas au niveau de l'injection, mais l'utilisation une fois que Vous avez entendu, Camille? c'est solide. Oui, oui. Euh, alors la température, elle est principalement limitée par le choix du plastique qu'on va faire. Donc là, vous avez il y a deux produits, mais il y a aussi deux variantes de plastique différentes. Il y a un PLA avec Milliwave et il y a un copolyester avec Filamag F. Filamag F, on a également une version en PA6, donc voilà, projet nylon. Euh, Globalement, avec le copolyester, voilà, donc en fait, on va avoir les températures qui sont liées au PLA et à ces matériaux-là. Donc PLA et copolyester, on est en dessous de 100 degrés. 60, 70, 80, en fonction de la propriété mécanique qu'on lui donne. PA6, on va dépasser les 100 degrés. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que nous, on a des demandes spécifiques aéronautiques où on demande de dépasser 200 degrés. Donc, on regarde des plastiques pour ça. Mais alors, par contre, voilà, c'est des matériaux qui coûtent cher et qui sont difficiles à travailler. Donc ça va amener des contraintes, en fait, sur la faisabilité des pièces. Mais voilà, si ça peut avoir un intérêt pour vous, on peut, en fait, adapter le plastique en fonction de du choix. Et donc, nous, après, on va adapter la formulation pour être sûr qu'à la fin, ça donne bien la bonne propriété. Et du coup, les pistes PIC et PEC, c'est aussi en filament, vous les envisagez ou en injection? Non, plutôt un granulé. En fait, là, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui impriment avec des granulés de base, plutôt qu'imprimer en filament. Le problème du filament, c'est qu'il faut arriver à bobiner, en fait, un fil. Euh, et donc, il y a maintenant des gens voilà, qui font de l'impression depuis les granulés, et c'est plus simple de faire des granulés. Sachant que les granulés, c'est aussi la matière pour faire du moulage par injection, enfin, la technique conventionnelle pour faire des pièces plastiques. Donc, ça nous permettrait de regarder dans le même temps. Bon, écoutez, merci. Du coup, je vais passer à la suite pour présenter rapidement le projet Polytronix qui nous a permis de parler aujourd'hui autour des polymères intelligents et de ce que peut en faire. Et du coup, l'application, c'est le blindage oui, le blindage côté électromagnétisme. Donc, c'est un projet européen qui rassemble 17 partenaires de mémoire et qui sont là vraiment pour permettre aux entreprises de progresser tant au niveau de la partie désolée, je sais. Donc, les domaines d'application, c'est tout ce qui est polymère, composite, comme on vient juste d'en parler, donc ça fait une très bonne transition, mais aussi textile technique, caoutchouc, voilà, vraiment l'ensemble de ces domaines d'application-là. Il y a 17 partenaires qui sont répartis sur l'ensemble de la France, dont Polyméris, qui est le porteur du projet, donc Martin est le représentant ici, si vous avez des questions par rapport à ce projet-là. Et le Crésit, on fait partie des partenaires qui sont là pour accompagner les entreprises sur l'aspect alors innovation process, mais c'est pas trop notre cœur de métier. Nous, on est vraiment plutôt sur l'innovation produit, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Et dans Polytronix, on a plusieurs offres qui sont possibles. Une qui est un diagnostic de maturité côté numérique. Donc voilà, pour plutôt les entreprises TPE, PME. Mais on a aussi une offre qui permet de faire une première feuille de route avec via ce diagnostic-là, d'élaborer une feuille de route sur les priorités qu'on a pu découvrir. Une offre qui permet, qui permet d'accompagner avec un panel d'experts un comité de direction sur certains projets. Donc ça, c'est une offre qui est un peu packagée sur une journée d'accompagnement stratégique. Et puis vraiment des offres sur mesure, y compris du prototypage. Donc voilà, typiquement, si vous avez un sujet avec de l'électromagnétisme, vous avez besoin que le Crésit fasse des simulations avec un matériau composite comme celui qui est développé par Imagine. Voilà, c'est un projet qui peut être cofinancé par ce projet-là et vous avez plus d'informations sur le site polytronix.ue. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous aurez les slides qui seront partagés sur notre site internet aussi, donc vous aurez accès à toutes ces informations-là. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai des fois les slides, mais voilà. Je vais laisser la parole à Monsieur Diassona sur
la partie mécamagnétique, où là, on va parler toujours blindage électromagnétique, mais plus basse fréquence, avec voilà, des moyens. Alors là, on sort des polymères et des composites, si j'ai bien tout suivi, en parlant plutôt de la partie métallique. Merci. Donc, je vais vous présenter donc d'autres solutions de blindage, principalement en mi-métal et en basse fréquence. Donc, jeune mécamagnétique. Ah, ok. Oui, c'était là. La souris. Ok, merci. Voilà. Donc, une petite présentation. Après les autres solutions, et on va conclure très rapidement. Mais la présentation, elle est assez chargée, mais on va essayer d'aller plus vite pour gagner un temps. Alors, donc c'est une PME française créée en 1963, 22 personnes, un chiffre d'affaires autour de 3,5 par an et 3,6 en 2023. Et 70% du CA est réalisé à l'export et c'est environ 40 tonnes de matière par an de travail. Alors, nous avons deux sites implantés à Amélie, pas très loin de Montargis. Et nous avons notre site de production et une partie de bureau d'études et un autre bureau d'études à Lyon où je dirige. Donc, les valeurs d'entreprise, c'est comment cultiver l'orientation client, donc s'adapter à l'évolution du besoin client, produire avec maîtrise et responsabilité, être curieux, continuer, contribuer au changement, coopérer et créer ensemble, agir avec intégrité et avoir l'envie d'innover. Et voilà, ce qui fait qu'à chaque fois, nous intégrons des projets d'innovation au sein de notre BE pour être en marge d'innovation technologique. Nos ressources, donc on va se parler donc de nos collaborateurs en production. Merci. En production, donc 22 personnes sont y compris donc des opérateurs qui sont en atelier et ceux qui sont aussi dans les fonctions support. Donc, nos produits, donc nos cycles de production, nous commençons par une conception magnétique avec une conception mécanique aussi, qui se fait parfois ensemble pour tester des solutions et voir mécaniquement si c'est possible ou par itération également. Une fois que le produit est quasi figé, en ce moment-là, on peut envoyer donc à la production. Donc, il commence par des opérations de découpage, donc découpe laser, des mises en forme, et on va faire un traitement thermique sous un four, sous hydrogène. Les opérations finales, généralement, c'est la mise en forme, l'état de surface. On va faire aussi des traitements de surface, soit un revêtement ou du micropillage parfois, et en contrôle et conditionnement. Donc voilà notre cycle de production au sein de Mécamagnétique. Donc voilà nos ressources industrielles. Donc, on est équipé de beaucoup de matériel, donc que ce soit en machine de découpe laser, de repoussage, pliage, en four de traitement thermique, des machines classiques utilisées en tôlerie. Et en termes informatiques, on est équipé des logiciels CAO, SolidWorks, en simulation, on travaille avec console multiphysique et des ERP aussi pour la fabrication. C'est environ 4% qui est injecté chaque année pour innover le parc matériel ou donner formation pour faire évoluer aussi le personnel. Donc, en termes de matériaux, donc le principal matériau que nous travaillons, c'est le métal. Et on a plus de 5 tonnes en stock et régulièrement chez nous. Et parfois, on a du cryophile pour
s'adapter aux températures cryogéniques. Donc, on part de l'épaisseur de 25 microns à l'épaisseur 3 millimètres. Donc, nos domaines d'activité, c'est donc l'aéronautique, les projets scientifiques, les blindages de salles, l'imagerie, secteur connexe. Je vais balayer un peu vite. C'est ce qu'on fait un peu dans les centrales inertiaires. Donc, on propose des composants qui vont dans ces installations-là. Dans les horloges atomiques aussi, des capteurs. Des projets scientifiques, on va aller sur, on a travaillé aussi pas mal avec le CEA de Grenoble, des projets XFEL, plusieurs projets, et avec beaucoup aussi d'autres laboratoires et des startups à Paris qui travaillent aussi principalement sur les ordinateurs quantiques. On travaille aussi sur des blindages de salles, donc créer des environnements zéro cause où on va mesurer des faibles activités magnétiques sur des composants ou parfois même sur l'humain. Donc, les salles optroniques, là, c'est des blindages de transformateurs pour éviter aussi que la production magnétique issue d'un transformateur puisse altérer les installations ou même les installations environnantes ou même nuire à la vie des personnes qui travaillent autour. En imagerie médicale aussi, nous proposons des solutions pour Philips, pour des sources de rayons X. Et dans des secteurs connexes, on a pas mal d'équipements que nous produisons pour soit de la pièce unitaire, de la petite et moyenne série. Donc, c'est des pièces de plusieurs formes. Et sur quelques applicatifs aussi qui vont dans les transformateurs, dans des analyses des matériaux et parfois dans l'international bancaire aussi. On est certifié aussi ISO et aéronautique 9100, EcoVadis pour RSE, et on a pas mal de qualifications pour les soudures que nous faisons et les contrôles aussi. Et l'ensemble de nos audits et clients ont réalisé avec des normes aéronautiques EN 9100. Donc, autre solution de blindage. Donc, en basse fréquence, nous parlons autour de 1 inférieur plutôt à 1 Hz jusqu'à 10 kHz en théorie. Et ces matériaux-là vont beaucoup plus travailler jusqu'à 1 kHz. Donc, le blindage magnétique basse fréquence donc, va créer donc, des zones, va protéger des zones pour créer des éléments actifs. Donc, on va utiliser des matériaux qui vont absorber des champs magnétiques pour créer des zones à faible réductance ou des zones où on peut quantifier une faible teneur ou un faible niveau de champ magnétique, sachant que zéro champ magnétique, c'est quasiment impossible. Donc, nous avons deux principales sous-branches, je vais dire comme ça. Donc, il y a la canalisation du flux magnétique dans un matériau de perméabilité, qu'on va appeler communément le blindage passif, et la compensation du champ magnétique par interaction d'un champ inverse à travers des bobines qu'on appellera blindage actif. Donc, sur la première partie, on va utiliser que le matériau qui aura fonction de blindage, et la seconde partie, c'est avec le système embobinage, soit L-mode, soit anti-L-mode, qui fera affaire. Donc, en blindage passif, donc on va créer des... Le but, c'est d'avoir un matériau avec une forte perméabilité. Et la perméabilité donne au matériau ce pouvoir-là d'absorber les lignes de champ et pour créer une zone où on a un faible champ magnétique. Et l'avantage, c'est qu'il y a une fiabilité, il y a la robustesse, fonctionnement passif et pas de maintenance particulière, sauf si ça a été sollicité. Mais sinon, un blindage peut tenir des années. Les limites, c'est au niveau des volumes importants en cas d'atténuation forte. Donc, si on a une grande salle et trouver des faibles champs résiduels, à ce moment-là,
ça demande un peu à plus réfléchir. Mais on y arrive quand même parce que dans des solutions comme les salles blindées, on arrive à atteindre les 5 nanotesla. Un blindage actif, donc c'est des bobinages. On va créer un système à travers des bobinets de mode, un champ inverse pour annuler un champ existant et ne faire passer que un superflu comme champ résiduel. Ce qui permet de corriger les effets dynamiques pour tout ce qui est variation en champ, fluctuation de l'environnement, des variations aussi en fréquence et peut fonctionner même en présence des éléments saturés localement, ce qui n'est pas le cas pour le blindage passif. Et moins efficace quand même quand on essaie d'aller à des fréquences supérieures à 1 kHz. Le métal, donc c'est un alliage de fer-nickel qui est composé essentiellement donc, de 80% de nickel, de 15% de fer et 5% de molybdène. Donc la propriété, des propriétés, on a la perméabilité relative qui varie entre 80 000 et 100 000 non traitées. Une densité de 8,7, une température de Curie de 400 degrés, une conductivité et l'induction de saturation, ce qui permet de déterminer à quelle capacité ce matériau-là peut absorber donc, des lignes de flux et ne pas être transparent. Donc, c'est des matériaux aussi qui ont des faibles coercitivités, assez sensibles, bon, pas assez, mais vraiment sensibles aux contraintes mécaniques, puisque pour avoir un pouvoir blindant élevé, on va faire chauffer ces matériaux-là dans un four à traitement thermique, ce qui vient d'ailleurs affaiblir les caractéristiques mécaniques. Donc, c'est les transparents qui ne sont pas dans cette présentation-là. Mais le métal, il faut retenir que va travailler essentiellement en très basse fréquence. Et quand on commence à monter en fréquence, on va soit utiliser des solutions multicouches pour pouvoir augmenter le pouvoir blindant. Et si on est confronté à des variations de fréquence aussi, en ce moment-là, on peut coupler des solutions passives et actives, donc en ajoutant un bobinage autour pour aider à avoir une atténuation beaucoup plus forte. Donc, c'est des exemples des pièces que nous réalisons à des formes aussi complexes, simples et à des pièces aussi robustes aussi. Donc, aujourd'hui aussi, on a des pièces que nous travaillons, mais avec des formes beaucoup plus compliquées, qu'on arrive difficilement, soit avec un temps élargi, à réaliser en tôlerie. Et nous avons aussi donc des perspectives d'aller sur l'impression 3D. On va retrouver des matériaux qui ont des perméabilités assez proches du métal ou des propriétés qu'on peut retrouver sur un métal pour pouvoir facilement solutionner des géométries complexes et avec un temps réduit. Alors, en conclusion, on dira que le métal, aujourd'hui, représente le matériau essentiel quand on est en très basse fréquence. Et quand on va essayer d'aller plus en fréquence, ben, on va utiliser beaucoup plus de techno, soit en ajoutant, en associant plutôt au blindage passif, soit des technologies de multicouches, ou l'addition, découplage plutôt avec des blindages actifs en utilisant des configurations soit N-mode, anti-N-mode, avec d'autres formes de bobinage pour pouvoir atteindre des, des niveaux plus bas en termes de champ résiduel. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à des demandes autour de 1 nanotesla, il y a des fréquences par exemple de 5 Hz. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Merci. J'ai un autre micro. Pardon, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée par rapport au métal.
Petite question concernant votre matériau mi-métal. Comment se dégrade la perméabilité en montant en fréquence si on va flirter avec le mégahertz, par exemple? Comment ça évolue? Déjà, le fabricant nous dit que déjà à partir de 1 kHz, le matériau n'est plus conforme, donc n'est plus adapté. Et nous, dans les simus, on voit qu'à partir de déjà 500 Hz, on voit que le matériau devient passoire. Donc, il n'arrive plus à capter les lignes de son et donc il laisse passer les lignes de flux. Et à l'extérieur, vous avez les mêmes valeurs comme à l'intérieur. Du coup, j'ai une question. Les blindages actifs, vous faites ça aussi chez Mécamagnétique ou c'est des partenaires que vous avez qui font ces parties-là? Donc, nous faisons des calculs sur le blindage actif et le déploiement de la solution sous-traite. Donc, soit on achète et on intègre dans le système. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la visite. Comme ça, voilà, ça va réveiller un peu tout le monde et vous permettre de bouger. Juste, peut-être présenter Jérôme. C'est un des. Donc, Jérôme Sétine. Sétine, c'est un des acteurs de l'impression métallique additive. Donc, il y a des pistes intéressantes pour travailler des choses, pour imprimer des formes un peu complexes. Donc, nous, on ne le verra pas dans la visite parce qu'on va visiter que la partie podium. On a imprimé des antennes avec l'équipe Sétine en 3D qui n'étaient pas réalisables par les techniques traditionnelles. Donc, ça permet d'aller chercher des choses un peu spécifiques dans l'antenne, mais on pourrait réfléchir aussi à des solutions de blindage. Il y a peut-être aussi aller travailler de nouveaux matériaux pour aller chercher des basses fréquences ou des choses intermédiaires via l'impression métallique. Donc, si vous avez des questions, c'est Jérôme qu'il faut voir sur la partie.